Très bien. Alexander, parlons de la situation politique en France avec Le Pen. Les élections approchent. Oui, 2027. C'est juste au coin de la rue. Il va y avoir de grandes élections en France. Et Macron ne peut pas se représenter. Non. Et Le Pen semble effectivement prendre l'avantage. Nous avons aussi des nouvelles intéressantes d'Allemagne. Alice Weidel a d'ailleurs publié ceci sur X. En Allemagne de l'Est, l'AfD est créditée d'environ 43% dans les sondages, soit à peu près 3 fois plus que la CDU-CSU. Une avance énorme, énorme en Allemagne de l'Est. Oui, et vous voulez aussi nous faire part de vos réflexions sur vos voyages en Allemagne et à Bruxelles. Mais commençons, je suppose, par la France, par Le Pen, puis nous pourrons parler un peu de l'Allemagne. Oui. Eh bien, comme je l'ai dit, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, commençons par la France, dont nous n'avons pas beaucoup parlé depuis longtemps, du moins de la situation politique en France. Donc, si vous vous en souvenez, nous avons eu des élections législatives il y a quelque temps. Elles ont été profondément manipulées. Les macronistes et la gauche ont conclu un accord entre eux, ce qui a abouti à une situation où le parti de Le Pen a très nettement obtenu plus de voix que tous les autres, mais s'est néanmoins retrouvé à la 3e place en nombre de sièges au Parlement français. Et si vous vous en souvenez aussi, j'ai un peu spéculé sur la politique française. Tôt ou tard, un gouvernement centriste finirait par être mis en place. Les composantes les plus centristes de la gauche, autrement dit le Parti socialiste, prendraient leur distance avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la gauche la plus dure, et soutiendraient un gouvernement que Macron souhaitait, au fond. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons en France un gouvernement, avec un Premier ministre capable de faire passer au Parlement une partie de ses mesures. C'est un centriste, soutenu par les socialistes. Mais l'effet de tout cela, c'est que la gauche a été brisée, probablement de façon irréparable. Mélenchon semble toujours être la figure la plus populaire à gauche auprès des électeurs français. Il a réussi à rallier le soutien des électeurs de gauche, des jeunes, ainsi que de la communauté immigrée et de personnes de ce genre-là. Jusqu'à présent, le centre n'a pas réussi à s'unir autour d'un candidat efficace, ni même à en trouver un. Il paraît de plus en plus improbable qu'il puisse refaire le même coup qu'à l'émergence de Macron il y a 10 ans. À l'époque, ils avaient trouvé Macron, une personnalité pratiquement inconnue, l'avaient présenté comme un outsider politique et l'avaient amené à unir le centre et la gauche contre Le Pen. Ce coup-là a été tenté trop souvent. Je pense que beaucoup d'électeurs français ont de profonds doutes sur Marine Le Pen. Je pense que beaucoup de gens à droite ne lui font instinctivement pas confiance, et beaucoup de gens au centre ne l'apprécient pas particulièrement non plus. Mais pour l'instant, elle semble être la seule personnalité de la politique française à devoir être prise au sérieux. Et elle est très largement devant tous les autres dans les sondages en France, pour la présidentielle, pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Plus cela dure, plus Le Pen reste en tête. Et je crois que son avance est de l'ordre de 20% sur le candidat le mieux placé derrière elle, qui je pense est Mélenchon d'ailleurs. Plus cela dure, plus on sent que l'idée va commencer à s'imposer en France, qu'une élection de Le Pen, qu'une victoire de Le Pen l'an prochain est inévitable. Et alors, inévitablement, la politique électorale va commencer à se réorganiser autour de cela. Un peu comme ce qui s'est passé dans les années 50 avec De Gaulle. De Gaulle, isolé du courant dominant de la politique française, en quelque sorte poussé à l'exil dans sa propre petite ville, a peu à peu été perçu comme quelqu'un dont le retour au pouvoir était inévitable.
Et au bout du compte, il est devenu une sorte de force irrésistible. Je ne dis pas que Marine Le Pen est une personnalité du même calibre ou du même poids que l'était De Gaulle. Tout ce que je dis, c'est que, finalement, ce qui paraît inévitable en politique finit souvent par se produire. Et c'est particulièrement vrai en France. Elle est capable de faire des erreurs. Elle en a fait par le passé. Elles lui ont coûté des défaites politiques et des élections qu'elle aurait peut-être pu gagner. Mais aujourd'hui, c'est une femme politique extrêmement expérimentée. Je pense qu'elle a probablement une meilleure équipe autour d'elle qu'auparavant. Donc, pour le moment du moins, elle paraît très forte, et il est difficile de voir comment elle pourrait perdre. C'est tout ce que je vais dire, et c'est tout ce que je dis à ce jour. Peut-être que dans 3 mois, Snuff Running Till. Oui, les choses peuvent changer. Absolument, absolument. Et Ursula a des outils, et elle les utilisera. Ursula a des outils. Où situeriez-vous Le Pen par rapport aux mondialistes? Diriez-vous qu'elle est davantage Orban ou davantage Meloni? Meloni étant pleinement mondialiste et Orban étant, disons, anti-mondialiste. Vous la placeriez quelque part entre les deux ou... Je pense qu'elle se situe un peu plus du côté d'Orban, mais sans avoir l'éclat qu'Orban a indéniablement eu à une époque. Je veux dire, elle n'a pas sa force de caractère, ni son érudition extraordinaire d'ailleurs, dont beaucoup de gens ne veulent pas parler, mais qu'Orban possède bel et bien. Ce n'est pas ce que Le Pen a. Elle n'a donc pas ce niveau de poids politique, ni cette forme de cohérence dans sa pensée. Et bien sûr, je parle de Le Pen comme force politique. Le Pen, en tant que femme politique, est quelqu'un qui a zigzagué, esquivé et changé de position de très nombreuses fois. Mais les forces qui la soutiennent, la France ouvrière, des électeurs de plus en plus âgés. Et c'est d'ailleurs un changement important, parce que les électeurs âgés en France avaient tendance à être les plus particulièrement hostiles à son égard. Mais ils commencent maintenant à se rallier de nouveau derrière elle. Quoi qu'il en soit, la coalition électorale qu'elle est en train de construire va l'orienter dans une certaine direction. Et je pense que cette direction est plus proche de celle d'Orban que de celle de Meloni. Et sur la politique étrangère, oui, clairement, il y a toujours eu en France l'idée que le pays s'était trop rapproché des Américains, trop rapproché des Britanniques, sous Macron, sous Sarkozy, sous Hollande. Hollande d'ailleurs envisage de se représenter, juste pour le dire. Je ne sais pas trop. Ça paraît être une idée bizarre, mais c'est le cas. Donc je pense qu'il y a toujours ce courant en France. Des gens pensent vraiment qu'il est temps que la France se réaffirme, qu'elle montre à nouveau qu'elle est une force avec laquelle il faut compter en Europe. Et en France, il y a aussi beaucoup plus de scepticisme, un scepticisme affiché à l'égard du projet ukrainien, du conflit avec la Russie, que dans certains autres pays, en Europe, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au sein du groupe de Meloni. La force politique de Meloni, c'est qu'elle a en Italie un parti qu'elle domine. Le Pen ne domine pas son mouvement dans la même mesure, et ils sont en position de lui adresser des exigences que le parti de Meloni n'est pas en mesure d'adresser à Meloni. Donc je pense. Et d'ailleurs, Meloni et Le Pen se détestent profondément. Il est donc très peu probable qu'elles forment un quelconque front uni ou quoi que ce soit de ce genre. C'est plutôt un bon signe pour Le Pen, le fait qu'elle n'aime pas Meloni, je dirais. Elle a essayé de tendre la main à Meloni, mais c'est Meloni qui lui a, en gros, claqué la porte au nez. Et apparemment, Le Pen ne l'a ni oublié, ni pardonné. Meloni ne s'est donc jamais entendue avec Macron. Mais si nous avons effectivement une présidente Le Pen, il est probable qu'elle et Meloni ne s'entendront pas du tout. Je veux dire, il y a désormais une véritable aversion entre les deux. Le mot grec « misos » est peut-être celui qui le résume le mieux.
perhaps couches it best. Oui. Eh bien, Mélanie a aussi lâché Orban. Absolument. Elle a aussi trahi Orban. Elle est devenue totalement Ursula Meloni. Enfin bref, d'accord. Parlons d'Alice Weidel et de l'AfD. Oui. Eh bien, je vais juste... Est-ce qu'ils sont sérieux? Ils sont à 42% en Allemagne de l'Est. Well, I think they are. I mean, I think this is the other thing to say. I mean, if we're Je pense que oui. comparing, Et je crois qu'il faut aussi dire autre chose. Si on compare Le Pen à quelqu'un, comparons-la à Alice Weidel. Alice Weidel est une dirigeante politique bien plus talentueuse et une personnalité bien plus douée, intellectuellement, plus combative que ne l'est Le Pen. Et oui, l'AfD rafle tout en Allemagne de l'Est, qui a d'ailleurs toujours été son principal bastion. Et il semble de plus en plus probable qu'elle obtienne un très bon résultat en Sachsen-Anhalt, en Saxe, lors des prochaines élections régionales. Ils vont probablement arriver en tête. Enfin, ils arriveront en tête, j'en suis sûr, dans le Mecklembourg-Poméranie occidental, qui se trouve lui aussi en Allemagne de l'Est. in Mecklenburg-Vorpommern, which is also in eastern Germany as well. So yes, the AfD is getting stronger, but I just been to Germany. Donc oui, l'AfD se renforce. Mais je reviens tout juste d'Allemagne et je voulais simplement vous faire part de mes impressions. D'abord, je me suis rendu aussi bien dans des petites villes que dans de grandes villes allemandes. Dans les petites villes, la vie continue encore, dans une large mesure, comme avant. L'aggravation de la crise économique ne les a pas encore rattrapés. Donc, dans les endroits où je suis allé, vous savez, la vie continue plus ou moins comme auparavant. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas conscients de la situation politique, ni que la politique ne change pas. Dans les villes, et je suis allé dans une ville en particulier, Mayence, que je connais le mieux, une ville que j'ai visitée très souvent, j'ai vu des signes évidents de détresse économique. J'ai vu des sans-abri dormir dans la grande place. I saw rough sleepers in the main square. That is something you never used to see in Germany. I mean, C'est quelque chose qu'on n'avait jamais l'habitude de voir en Allemagne. Je veux dire, il y a 10 ans, en Allemagne, on ne voyait pas ça. Il y a 20 ans, cela aurait été impensable, inconcevable. On voyait des signes évidents de, vous savez, commerce fermé, énormément de problèmes qui se sont accumulés. Bien sûr, là on parle de l'Allemagne de l'Ouest. Mais autre chose m'a frappé dans les conversations que j'ai eues. D'abord, il ne semble plus y avoir l'hostilité envers l'AfD dont je me souvenais autrefois. Même dans cette partie de l'Allemagne de l'Ouest. Les gens deviennent donc peut-être plus réceptifs. L'autre chose, ce sont les attitudes envers Friedrich Merz, le chancelier, et ce, dans tous les milieux. Ce n'est pas qu'il soit mal aimé. En réalité, c'est pire que ça. he is disliked. It's actually worse than that. I mean, he is seen as an almost Je veux dire qu'il est perçu comme une figure presque risible, comme une blague totale, une personne sombre. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il m'a confié qu'il vivait dans une bulle. Et cette personne, d'ailleurs, est issue de la CDU. Je devrais préciser que c'est le PDG d'une entreprise. Parmi les gens à qui j'ai parlé, personne n'avait le moindre mot positif à dire sur lui. Je veux dire qu'il était perçu presque comme une figure de clown. Alors, si l'on met tout cela bout à bout, l'AfD m'a semblé être, de très loin, le parti le plus fort en Allemagne en ce moment. Et encore une fois, je ne veux pas laisser entendre que sa progression, son succès, sont inévitables ou quoi que ce soit de ce genre. Mais assurément, le SPD et la CDU ne semblent pas en bonne posture pour lui résister, pour s'y opposer. do not look like they're in good shape to resist it, to oppose it. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Yeah, I'd like to say a few further things. I mean, again, Oui, j'aimerais ajouter quelques éléments. Je voudrais aussi parler, enfin, les Verts restent une force politique en Allemagne. Et il y a des partis à gauche qui, je pense, sont en progression, surtout Die Linke. Et je soupçonne qu'ils vont se renforcer dans l'ouest de l'Allemagne, pas dans l'est, d'où Die Linke est originaire. Donc, vous savez, la politique allemande n'est pas simple. Et j'ai dit que l'AfD est peut-être moins impopulaire qu'elle ne l'était auprès de certaines personnes dans l'ouest de l'Allemagne, mais il ne fait aucun doute qu'elle suscite encore beaucoup d'opposition. L'autre endroit que j'ai visité, c'était Bruxelles.
J'y ai passé 2 jours, et ce fut une expérience bouleversante. D'abord, le centre de Bruxelles, là où je me trouvais, se dégrade très vite. J'ai parlé des sans-abri à Mayence. Je veux dire, Bruxelles, multipliez ça par 100, voire par 1000. Ça commence à ressembler à une ville pauvre qui s'effondre de plus en plus, ce qu'on appelait autrefois une ville du tiers-monde. Je veux dire, les parcs, les lieux centraux sont extrêmement mal entretenus. Des déchets n'importe où, partout. Des endroits où j'ai vu des eaux usées brutes. Je n'exagère absolument pas. Le métro, c'est vraiment un endroit horrifiant à visiter. Et au centre même de tout cela, vous avez l'Union européenne et ses structures. Et l'Union européenne a maintenant installé une gigantesque bannière sur son bâtiment principal, le bâtiment Berlaymont. Elle va du haut jusqu'en bas, depuis tout en haut du bâtiment jusqu'au sol. Et c'est énorme. Si vous cherchez des photos, vous en trouverez. C'est la démocratie que nous protégeons. C'est complètement orwellien. Et l'autre chose qui se passe, c'est qu'ils réalisent énormément de travaux autour de ce bâtiment et autour de tous les autres bâtiments où se trouve l'Union européenne. Et d'ailleurs, tous ces bâtiments sont hideux. Enfin, ils sont modernistes. Il y a des horreurs modernistes. Mais ils reconstruisent tous les espaces autour. Et ce qu'ils font, et vous savez, je m'y connais un peu dans ce genre de choses, c'est qu'ils modifient l'architecture des rues et des places qui les entourent pour empêcher que de grandes manifestations aient lieu. Alors, vous savez, ils reconfigurent les places. Ils y mettent de soi-disant ornements et d'autres choses. Ils créent de nouveaux réseaux routiers. Mais le but, c'est d'empêcher les manifestations. Vous avez donc ces bâtiments qui ressemblent à des forteresses, vraiment hideux, avec cette immense banderole, la démocratie, ce que nous protégeons. Mais ce qu'ils protègent vraiment, bien sûr, c'est eux-mêmes, alors même que toute la ville autour d'eux s'enfonce à un point qui, comme je l'ai dit, m'a stupéfié. Bruxelles, pour que les gens le sachent, c'est un endroit où j'allais très, très souvent. C'était autrefois un lieu charmant. Ceux qui lisaient Hergé, Tintin et toutes les bandes dessinées, le Bruxelles dont je me souviens dans les années 70, c'était encore cet endroit-là. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça. It is not like that anymore today. It seems very representative. Ce qui se passe à Bruxelles paraît très représentatif. L'Union européenne y construit cette forteresse alors que tout s'effondre. Cela semble vraiment représentatif de la situation plus large dans l'UE. Les dirigeants, les responsables politiques belges, les politiques bruxellois, de Wever, tous ces gens-là, ils s'en fichent ou quoi? Non, c'est pas le cas. Ils voient ce que vous voyez. Oui, ça les dérange pas que cela se produise. Eh bien, je pense qu'ils vivent dans une bulle de plus en plus fortifiée. Je veux dire, en plus de tout le reste, n'oubliez pas qu'ils sont très lourdement protégés et qu'ils prennent des mesures pour se protéger encore davantage. Je pense aussi qu'ils ont un profond mépris pour les gens qui les entourent. Je ne pense pas qu'ils aient une affection particulière pour les habitants de Bruxelles. Je m'en souviens toujours d'ailleurs. Je veux dire, j'allais à la commission. En fait, je rendais visite à la commission dans les années 90. Et même à cette époque-là, la commission n'avait vraiment pas beaucoup d'estime. Les gens qui y travaillaient étaient très déconnectés de la vie en Belgique et plus généralement à Bruxelles. Je pense que cela a pris des proportions absolument horribles. Je devrais ajouter autre chose. Et c'est quelque chose qu'une personne ayant travaillé pour la commission m'a dit d'ailleurs. Tous ces travaux dont je parle, vous savez, le réaménagement des places et tout le reste, qui apparemment ne finit jamais. Enfin, c'est l'autre chose qui se passe. Il y aurait aussi une énorme quantité de corruption là-dedans. Donc, il n'y a pas seulement des gens qui
Vous savez, le détournement lié au projet Ukraine. Il y a d'autres petits détournements qui se produisent en parallèle. Enfin voilà, il y a tout ça aussi. Alongside it. So I mean, there's all that as well. So, I don't think they're too bothered. What I Alors, just wanted to say vous is savez, this, je ne pense pas que ça les préoccupe beaucoup. Ce que je voulais simplement dire, c'est ceci. Ces derniers mois, je me suis rendu dans 2 capitales européennes, ou plutôt dans 2 capitales situées en Europe. L'une était Moscou, qui est géographiquement en Europe, et l'autre Bruxelles. Et on pourrait soutenir que d'une certaine manière, ce qui se passe actuellement en Europe est un duel entre ces 2 capitales. Moscou, une métropole resplendissante, ultra-moderne, d'une propreté absolument éclatante, extrêmement efficace. Bruxelles, qui dégénère en cet horrible taudis. Enfin, vous savez, quiconque ne saurait rien d'autre et se contenterait d'aller dans ces 2 endroits l'un après l'autre n'aurait absolument aucun doute sur laquelle de ces 2 villes est en train de gagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Which of these 2 cities was winning? Just a sec. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble, sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique The Duran. Prenez quelques articles. Tous les liens sont dans la boîte de description, juste en dessous. Prenez soin de vous. Take care.